Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons notre chemin autour de l'élevage et notamment de l'aspect gestion du troupeau et amélioration génétique. Il est certain que ces temps de confinement ne nous aident pas à rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux sujets, mais ma foi on va faire avec les contraintes du moment. Donc aujourd'hui, on reviendra spécifiquement sur l'aspect contrôle laitier, sachant que le contrôle laitier, c'était une action extrêmement importante dans l'élevage à partir des années 70. C'était même un corps professionnel important, puisque on verra, comme l'explique Michel Vauthier dans son intervention, il y avait un contrôleur pour 20 à 22 exploitations agricoles. Ce chiffre-là doublera quand il y aura la mise en place des preneurs, mais c'est certain que dans un département moyen, d'élevage moyen laitier, eh bien c'était 30, 40 contrôleurs, et puis dans des départements comme les départements de l'Ouest, ça pouvait faire un corps professionnel représentant plus d'une centaine de personnes. Donc on verra tout ça au travers du témoignage de Michel Vauthier, qui est tout aussi pertinent et illustré que possible. Donc, on organisait notre tournée, notre journée. C'était une sorte, j'ai toujours dit, j'étais un salarié libéral, on va dire. On avait une responsabilité, on avait une mission à remplir, et donc j'organisais ma tournée. Il y avait le règlement du contrôle laitier nous obligeait à passer entre 26 et 34 jours d'écart, tous les mois, 11 contrôles par an, pour qu'il y ait quand même une représentation statistique, disons, des résultats, que ça soit fiable, hein. Donc 26-34 jours d'écart de passage, et donc j'organisais ma tournée. Je dis tel jour j'irai chez un tel. Donc je téléphonais, on prévenait par l'éleveur normalement la veille pour rester, qu'on ait des résultats fiables. Donc à midi, je téléphonais à Madame Dupont, je dis voilà, est-ce qu'on peut venir contrôler ce soir? Elle me dit oui, donc tu viens à telle heure, je commence à 18 h. Donc moi j'arrivais pour la traite, première vache, c'était 18 h, le temps d'installer mon matériel, mes prises d'échantillons, etc. Donc je trayais donc le soir, on prenait les échantillons toute la traite du soir. Le lendemain, on disait au revoir madame, bonne nuit, et le lendemain matin, tu traites à quelle heure? 5 h30 ou 6 h, ça dépendait des maisons. Je revenais, je refaisais la même chose. Dans la suite, après, souvent c'était le petit déjeuner. On partageait c'était un moment assez privilégié au niveau aussi social, et ça concourait aussi à ce qu'on soit, je dirais, intégré, on va dire, à la famille. Et donc on partageait le petit déjeuner, et puis après je rentrais mes données sur mes documents, à la main au départ avec mes calculs, calculatrice, je me souviens. Après il est arrivé l'ordinateur, si tu veux, hein. Mais on rentrait les données pour pouvoir avoir un commentaire à faire à l'éleveur. Il me dit, tu auras fini quand tes papiers? À 10 h. Donc à 10 h, l'éleveur arrivait et on faisait le commentaire technique. Suivant les périodes, suivant les moments, suivant la disponibilité de l'éleveur aussi, hein. Si c'était la fenaison, par exemple, il n'avait pas trop le temps de passer 3 heures avec le contrôleur. Par contre, si c'était en hiver ou autre, on faisait un peu le point sur... et puis, quelle vache à vendre, qu'est-ce que t'en penses? On revoyait la ration, on refaisait les bilans fourragers, les stocks, hein, aussi en automne, etc. Hein. Est-ce que tu auras assez pour nourrir ton troupeau? Est-ce qu'il faut vendre des vaches? Est-ce qu'il faut que tu achètes des stocks? Donc ça, c'était un peu du travail qu'on faisait après le contrôle, quoi, en fait, hein. Donc c'était à peu près la journée d'un contrôleur laitier. Et quand je revenais, souvent on avait fini à midi. Et puis je revenais une ferme l'après-midi parce qu'entre-temps, dans les années 80, on a mis en place des peseurs. C'est-à-dire qu'on a découplé l'appui technique de la pesée. Donc nous, les contrôleurs, on faisait une ferme, on faisait l'appui technique, et puis on râlait l'après-midi dans une autre ferme qui avait été contrôlée par un agent de pesée, ce qui nous permettait de faire 2 fermes par jour, hein. Alors qu'avant, on faisait qu'une ferme par jour, hein. Donc quand il est arrivé les peseurs, donc on a pu faire 2 fermes par jour, voire des fois 3, mais enfin c'était souvent 2 fermes, il était déjà pas mal. Et donc on reprenait rendez-vous avec la ferme qui avait été pesée par l'agent de traite, et on faisait le commentaire avec l'éleveur, quoi. Et puis le soir, on repartait contrôler, des fois c'était tendu, quoi. Et puis au fur et à mesure, ça c'est aussi, techniquement, il est arrivé les salles de traite, hein, donc monter les appareils, les compteurs à lait, c'était plus long en fait, hein. D'accord, alors la traite était faite par des potrailleurs. Alors, potrailleurs au départ, l'éleveur,
vidait le lait dans le seau. Moi, j'identifiais la vache où je demandais le nom. On savait le nom de la vache, où l'éleveur me disait c'est la blanchette, etc. Mais on devait contrôler. On devait s'assurer de l'identité de l'animal qui avait produit le seau de lait, en fait. Hein. Ça, c'était la base de notre travail. Après, ben, je pesais, ou peso, ou si c'était en lactoduc, c'était un tube mesureur, on va dire, où le lait tombait dedans. Hein. Ben, je prenais 8 kg de lait, bon, je notais 8 kg de lait, et puis à la suivante, eh ben, voilà, on prenait... Et souvent, ben, dans les traites, dans les écuries tête-à-tête, ben, on amenait le lait autant qu'allait, on s'installait à la laiterie, ou on s'installait derrière les écuries, derrière les vaches, ça dépendait des installations en fait. Hein. Mais là, ben, je transportais le lait dans le temps qu'allait, j'aidais l'agricultrice à apporter le lait, etc. Mais voilà, en même temps, il y avait un échange aussi qui se passait, parce qu'on était aussi... à la base de l'hygiène, en fait. On voyait aussi comment les gens travaillaient. Les gens ils disaient, tiens, la vache là, elle est toujours sale, il faut que je passe plus de temps pour la nettoyer. On était vraiment, je dirais, au cœur du problème de l'hygiène et de la qualité du lait, quoi. Et puis après, ben voilà, moi je remballais mes échantillons, etc., quoi. Ouais. Un échantillon le soir, un échantillon le matin. Et puis, ben, quand on faisait les analyses de lait, effectivement, je remélangeais ces échantillons, enfin je les secouais. Je prenais, alors si on veut parler des analyses, effectivement, je prenais une partie, parce qu'en fait, quand on faisait les analyses de lait à la ferme, oui ça c'est important, c'était dans des bouteilles qui restaient chez l'éleveur. Des bouteilles qui avaient un conservateur dedans, et l'objectif c'était de pouvoir faire 3 analyses de lait par échantillon. 2 par le contrôleur parce qu'il pouvait avoir un problème technique, casser une bouteille ou je sais pas quoi, donc il fallait qu'on ait un double échantillon, puis il y avait un triple échantillon qui servait pour le contrôleur régional, le super contrôleur comme on dit, qui devait lui attester les résultats acquis par la chaîne génétique si vous voulez. Hein. Donc c'était quelque chose d'important. Donc je prenais du lait donc, dans mon échantillon de lait, je le mettais dans un butyromètre, on appelait ça comme ça. Je mettais de l'acide dans le butyromètre, je mettais du lait, l'alcool amylique pour colorer la matière grasse, je secouais le milkoscope, on secouait ça dans un panier, on mettait autant de butyromètre que de vaches, on va dire. Il y avait une analyse par vache, on secouait tout ça, l'acide décomposait la matière grasse du lait, et après on mettait ça dans une centrifugeuse qui séparait les éléments les plus lourds des plus légers, et après, par un bain-marie dans de l'eau, disons, tempérée, de l'eau douce, plutôt un peu chaude, la matière grasse devenait très liquide, en fait, hein, et on lisait dans le tube le taux de matière grasse, on l'écrivait, et puis après, ben, effectivement, à l'époque, on calculait le taux bituré moyen par vache, on multipliait la quantité de lait par le taux, ce qui faisait une quantité de matière grasse produite par la vache, à chaque vache, et après, ben, on faisait un taux bituré moyen du troupeau le jour du contrôle laitier, ce qui donnait un peu un état des lieux du jour-là, ce qui nous permettait de comparer d'un mois à l'autre si ça montait, si ça descendait, si les résultats étaient meilleurs ou pas, avec tout ce qui était au point de vue analyse de la situation. Ben, j'ai changé ma ration, ou les vaches on les a lâchées, ou on les a rentrées, elles ont baissé au lait, etc. Il y avait par exemple des variations de taux butyreux qui étaient très importants, des fois surtout à la mise à l'herbe. On avait vu des vaches qui avaient baissé de 30% de taux butyreux à la mise à l'herbe, par exemple. Quand on arrivait, que les vaches avaient été lâchées, c'était très... Mais bon, après, nous, on faisait des moyennes, toute lactation, hein, évidemment. Hein. Mais c'était, voilà, les analyses de lait nous prenaient beaucoup de temps. Et quand on arrivait, effectivement, dans une exploitation, on prenait cette caisse d'échantillons qu'on avait laissée le mois d'avant, qu'on jetait, en fait. Hein. On nettoyait les échantillons et on recommençait un contrôle. Quand on est passé en laboratoire, tout ce travail-là a été arrêté. Mais on laissait chez les éleveurs des petites boîtes en bois, comme ça, avec 30 bouteilles, 25 bouteilles, etc., qui étaient plombées. On avait même des plombs pour que les gens n'aillent pas remettre. On en est encore à l'époque des fraudes du contrôle laitier qu'il y avait il y a très très longtemps au début. Hein, parce que tout ça, c'est l'histoire de la génétique monde naturelle, on va dire,
qui avait amené une valeur importante, très très importante au mâle pour la reproduction. Et donc les gens, déjà dans les grandes régions d'élevage, eh ben, ils aimaient bien d'avoir des bons résultats, moyenne d'étable, pour pouvoir vendre les petits mâles, en fait, pour la saillie naturelle, on va dire, dans les élevages. Donc, si on pouvait avoir 2 grammes de matière grasse de plus ou autre, donc, ou plus de lait, donc moi je sais, quand j'ai fait ma formation de contrôleur laitier à Rambouillet, on nous demandait de bien regarder que le pot trayeur soit bien vide avant de commencer la traite. On nous demandait de faire toutes ces... de voir un petit peu les côtés filouterie de certains éleveurs. Mais ça a vite disparu avec l'insémination, ça. Parce que l'insémination... Mais avant l'insémination, il y avait un marché énorme au niveau des mâles de reproduction, hein. Donc le contrôle laitier contribuait à donner de la valeur, des fois, à certains éleveurs, quoi, à certains élevages, hein, voilà. Mais voilà, donc ma journée de contrôleur laitier, c'était... je partais à 6 h du matin ou 5 h 30, parce que les heures de traite étaient c'était la vie privée des gens, hein. Il y a des gens qui traillaient à 5 h du matin, des autres qui traillaient à 8 h du matin. Ça dépendait souvent du laitier, passage du laitier, hein. Passage du laitier, parce qu'il n'y avait pas de Pan-Calais. Donc la traite était quand même très souvent pratiquée de bonne heure. Des fois tard le soir aussi, hein, mais surtout de bonne heure le matin, à tel point, et ça je pense que ça c'est une anecdote, mais à tel point que, ben moi j'ai pas connu ça, mais les gens, les contrôleurs laitiers fin des années 60, 68, 70, ben, il y avait très peu d'éleveurs et ils couchaient des fois chez les adhérents. Parce que ça rentrait même dans le contrat, dans le règlement. Il fallait pouvoir coucher le contrôleur laitier, parce qu'il fallait qu'il soit à 6 h du matin à Fontenoy-le-Château ou à Rambervillers. Et donc, il n'habitait pas toujours là, et il couchait dans le village. Alors souvent, il y avait les éleveurs, quand il y avait quelques éleveurs autour de Rambervillers, il y en a un qui dit, ben moi je veux bien le coucher, j'ai une chambre disponible. Donc le contrôleur laitier couchait et soupait dans une exploitation. Et ben, il était avec sa mobilette et la petite charrette et puis le matériel d'analyse. Il avait ça derrière sa mobilette et il allait à Romont, il allait à Xafévillers ou il allait à Fontenoy-le-Château avec sa charrette et il partait des fois la semaine. Le contrôleur laitier à l'époque, il partait des fois la semaine. C'était dans les années 60, hein, ça. Hein. Mes prédécesseurs. Après, comme il y a eu une densité, c'est pour ça que on avait intérêt à développer le contrôle laitier. Moi, j'ai habité Bains-les-Bains. Ben, j'aimais mieux faire ma tournée autour de Bains-les-Bains. Et j'ai développé pas mal autour de Bains-les-Bains, autour de Certigny ou d'autres, hein, parce que ça nous permettait de rentrer à la maison et de coucher chez nous. Eh ben, on avait à l'époque on contrôlait 21 fermes à peu près, quoi, hein. Par rapport au nombre de jours de travail, c'était là sur un mois, comme on passait tous les mois, avec les week-ends, enfin les dimanches et puis les jours fériés. Mais quand on avait 22, 23 fermes, quand on triait qu'une ferme par jour, c'était le quota. Après, on a terminé à 40, 42 fermes quand il y a eu les pesées, hein, les peseurs, hein, les agents de pesée. Mais on avait, oui, et j'avais à l'époque des exploitations qui avaient 8 vaches, 12 vaches, 15 vaches. Les plus gros avaient 30 vaches, c'était exceptionnel. Alors ça s'est développé quand les stabulations libres se sont développées un peu, hein, parce qu'il n'y avait plus de question de place. Et puis les laiteries voulaient du lait, J'ai vu dans un village, il y avait 3 laiteries qui se battaient pour avoir du lait, parce qu'il y avait une demande de lait. Et donc les gens pouvaient produire. Alors, des fois au détriment de la qualité, hein, évidemment. Mais voilà, donc il y avait... Et quand il arrivait les aires paillées, ça s'est développé d'une façon même des fois trop anarchique, parce que sur une aire paillée, on prévoyait une aire paillée de 25, et puis on en mettait 35, quoi, hein. Et voilà, donc après il y arrivait les salles de traite, etc. Les écuries n'étaient pas extensibles. Alors, dans les premiers temps, certains éleveurs étaient un peu frileux pour monter des stabulations libres. Enfin, quand je dis frileux, c'est le mot parce que il fallait traire sous un bâtiment stabulation libre, il n'y avait plus la chaleur de l'écurie et le confort de l'écurie. Puis il y avait quand même souvent un doute. Les gens ils disaient, oh là là, ils montent une stabule, comment ça va aller? Coucher sur le fumier, coucher sur le tas de fumier, si tu veux. C'était exceptionnel, parce qu'on ne parlait pas de logette à l'époque, hein. Merci à vous, et puis si vous avez aimé, comme chaque fois, le petit pouce bleu, le commentaire, parce que vous avez peut-être vécu cette période-là également. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Merci, au revoir.
Merci.